Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau chapitre, c'est le chapitre 10 cette fois-ci. Et dans ce chapitre, nous allons parler de la configuration de base des routeurs Cisco. Nous allons parler de la configuration des paramètres initiaux des routeurs Cisco. Nous allons parler de la configuration des interfaces et nous allons parler aussi de la configuration de la passerelle par défaut. La passerelle par défaut que nous avons abordée plusieurs fois dans les chapitres précédents et notamment en particulier le chapitre précédent, le chapitre 9. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment la configurer sur des équipements concrètement. Mais bon, là, on parle plutôt point de vue réseau, au point de vue routeur. Avant de commencer, ce qu'on va faire dans ce chapitre, petit rappel, ça sera exactement le même contenu que celui que nous avions fait il y a très longtemps ici dans un des chapitres au début de la formation. C'était la vidéo numéro 10, chapitre 1. Chapitre 2, où nous avions parlé de la configuration de base. On a fait, je crois, si je me rappelle, 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, 6 vidéos sur la partie configuration de base d'un switch. Et je vous ai dit à cette époque que nous allons refaire cela quand on parle de la partie routeur. Alors concrètement, la configuration, c'est complètement la même chose. Le but de refaire cela, ça sera de faire une révision. Je sais que entre le chapitre 2 et le chapitre 10, vous avez vu énormément de choses et vous risquez aussi d'oublier aussi énormément de choses. C'est ce qui fait que c'est toujours pratique, c'est toujours utile de refaire une petite révision de la configuration des équipements ou la configuration de base des routeurs Cisco. Alors, sans plus tarder, nous allons partir directement sur Packet Tracer pour commencer à parler du vif du sujet. Et là-dessus, nous allons prendre n'importe quel routeur Cisco. Mais je préfère, de préférence, avant d'aller directement ici, faire un petit tour pour comprendre les différents modèles des routeurs Cisco proposés dans les catalogues. Pour cela, il suffit juste de faire un petit tour sur Internet. On peut aller comme ça, faire un petit tour sur le net et écrire Cisco router. Et là-dessus, on va voir un peu rapidement les gammes de routeurs Cisco. On peut aller voir sur Google Images s'il peut nous fournir ou s'il veut nous fournir une petite photo qui va nous grouper les différents modèles des routeurs Cisco ou les gammes des routeurs Cisco. Bon, tant pis, je ne vois pas vraiment grand-chose, c'est pas grave, je vais vous le dire directement. Il y a une photo ici qui peut nous parler quelque part des routeurs Cisco. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu rapidement les différents routeurs de Cisco de différentes gammes, de différents modèles. Je vais vous le dire autrement et très rapidement que Cisco présente quelques gammes de routeurs de la gamme 500-800 qui sont, j'ai envie de dire, le bas de gamme ou la version des routeurs Cisco très adapté à un site distant à quelques utilisateurs jusqu'à des routeurs très puissants de la gamme ASR ou même d'autres. On peut voir même les routeurs CRS qui sont des routeurs opérateurs très puissants et très avancés en matière de configuration. Du coup, quand on parle des marques ou des modèles de routeurs Cisco, comme j'ai dit, on a les routeurs Cisco 800. On peut les voir ici, Cisco router 800. Et là, ici, vous allez voir des petits routeurs de ce genre-là, de ce modèle-là. Si vous travaillez dans des sociétés, vous avez sûrement vu ce genre de routeur et c'est des routeurs qui présentent des caractéristiques qui sont très importantes parce que on a parlé pendant longtemps sur les différentes architectures réseau, LAN, WAN, etc. Et là, vous le savez, vous voyez que vous pouvez avoir une architecture réseau de type un grand site central sur Paris et puis des sites distants répartis un peu partout dans le pays. Et c'est ce qui fait que des routeurs comme ça sur les sites distants sont très pratiques. C'est des sites où vous avez peut-être une agence, une boutique, un salon, des choses comme ça. Vous aurez quelques utilisateurs, c'est tout. Et des routeurs comme ça peuvent largement faire l'affaire. C'est des routeurs qui proposent quelques ports de switch ici. Et vous voyez que ces ports-là, ils peuvent servir. C'est que ça intègre un mini switch en quelque sorte à l'intérieur. Ça peut servir si vous avez 5 PC, 4 PC, quelque chose comme ça. C'est très bien. Bon, sinon, si vous avez une dizaine, quinzaine, vingtaine, là, vous n'avez pas le choix. Il faut acheter un switch en plus. Après,
Ça peut présenter aussi quelques fonctionnalités comme routeur 4G, comme un point d'accès ou un contrôleur, un mini contrôleur Wi-Fi. Ça inclut pas mal de configurations. Vous pouvez les voir en faisant comme ça, juste pour information, juste pour apprendre un peu comment vous pouvez voir les caractéristiques des équipements. Il suffit d'aller sur Google et écrire la référence que vous souhaitez avec le petit mot-clé à côté datasheet, et là ça va vous sortir le datasheet ou les datasheets des différents équipements en fonction de votre besoin. Les datasheets, c'est un peu les caractéristiques techniques ou les fiches techniques des équipements. Là par exemple vous prenez le 800M, le 890, le 880, le 860, 810, etc. Vous avez différents modèles. Et ici, par exemple, nous avons un routeur, si je me rappelle, de type 4G ou un truc comme ça, quatrième génération ou quelque chose comme ça. C'est des routeurs, qu'est-ce qu'on dit, catégorie 4. Et c'est des routeurs qui sont 4G LTE. Et ces routeurs-là, ils permettent par exemple d'intégrer la fonction 4G. Du coup, si vous voulez une interconnexion avec le réseau Internet en utilisant le 4G, c'est possible. Par exemple, c'est possible d'insérer aussi des antennes 4G et vous les connectez avec une petite puce d'un opérateur télécom. Et comme ça, vous êtes connecté sur le réseau 4G grâce à ce routeur-là. C'est très pratique quand vous avez des sites distants qui se situent dans des centres-villes. Généralement, dans les centres-villes, la couverture Wi-Fi ou la couverture réseau 4G ou 5G, etc., elle est généralement excellente. C'est ce qui fait que vous n'avez pas besoin de tirer des liaisons WAN qui coûtent très cher ou avoir des liaisons MPLS pour je ne sais pas combien de mégas, 3-4 mégas. Une liaison 4G peut largement faire affaire. Je peux donner exemple des boutiques. Quand vous allez dans des centres commerciaux, vous avez des boutiques et ces boutiques-là, ils peuvent se servir des routeurs comme ça avec des connexions 4G. Ça peut être très pratique parce que la plupart du temps, les centres commerciaux se situent dans des zones denses, dans des zones où vous avez de la qualité de réseau et pas mal. Et du coup, dans ce cas-là, on profite. Au lieu d'avoir des liaisons WAN, il suffit d'acheter des routeurs comme ça avec des fonctions 4G LTE avec. Du coup, ici, vous avez les caractéristiques de la partie 4G, la version minimale de l'iOS Cisco. On voit la version 15.7 quand même qui est assez récente. On ne parle pas des versions très anciennes comme le 11 ou le 12. Là, il vous donne la plateforme prise en charge, le module de l'interface 4G. Après, vous avez ici tous les détails de configuration de l'équipement. Par exemple, là, il vous affiche, je préfère passer en anglais parce que c'est plus clair, il vous affiche l'ID de l'équipement, le type de modem 4G utilisé, les dimensions de produit, c'est très important parce que généralement, le produit, vous allez le mettre dans un petit armoire de brassage, on peut appeler ça les petits armoires pour, on peut dire armoire de brassage, RJ45, et vous pouvez avoir des très petits armoires de brassage comme ça pour les petites sociétés où vous aurez juste quelques équipements. Alors c'est très pratique avant d'acheter cette armoire de brassage. Qu'est-ce qui m'affiche là? Qu'est-ce qui m'affiche lui? C'est ça. Alors ici, vous pouvez avoir des petits armoires de brassage comme ça, et pour confirmer que votre équipement, il peut rentrer, vous prenez les dimensions que vous avez ici, vous prenez les dimensions de l'équipement que vous avez et vous confirmez est-ce que ça rentre ou ça rentre pas. Le poids de produit, les compatibilités, en quelque sorte les fonctionnalités. Là, vous voyez, par exemple, ça supporte le SNMP, c'est très bien. Ce que c'est SNMP, c'est le protocole d'administration, mais on va le voir en son temps. Ça supporte la 4G, ça fonctionne pas mal de fonctionnalités. Par exemple, le LTE 3G, Simple Network, etc. Bon, le SNMP sur le 3G, bon, ça c'est autre chose. SIM-Lock, Unlock, etc. Vous voyez les fonctionnalités qu'il supporte. La SIM card, il a l'emplacement SIM card de 4G. Pardon. Vous voyez les fonctionnalités wireless, les fonctionnalités sans fil qu'il peut supporter, le débit qu'il peut vous offrir, les fonctions, bref, on ne va pas les citer tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, ça c'est un petit équipement, le datasheet n'est pas super important, mais quand même on a fait le tour des fonctionnalités les plus importantes. Après, si peut-être c'est pas ça ce qui vous intéresse, vous pouvez faire le tour des autres équipements, hein. Vous avez le 890, vous avez le 880,
Après, vous pouvez choisir par type de produit et choisir après les détails de tout ce que vous souhaitez voir, les services intégrés dans les services intégrés dans chaque équipement, les ports existants dans l'équipement, les caractéristiques de ces ports, les caractéristiques des interfaces, les caractéristiques de la partie WAN. Ici, vous rentrez avec plus de détails dans des fonctionnalités un peu poussées, par exemple en matière de qualité de service, quels sont les protocoles ou les fonctionnalités de qualité de service qui sont supportés. En matière de haute disponibilité, qu'est-ce qu'ils supportent? Pratiquement, ils supportent VRRP, HSRP. Je ne vois pas le GLBP. Ok, c'est qu'ils supportent ces deux-là, mais ils ne supportent pas le GLBP. En matière de sécurité, quelles sont les fonctionnalités qui sont supportées? Si j'ai envie de monter un tunnel VPN pour faire un réseau WAN en VPN, je pense que vous vous rappelez un peu des VPN, on a parlé de ça dans les chapitres précédents. Là, vous voyez que vous pouvez checker, là par exemple, tous les services de routage, quels sont les protocoles de routage qu'ils supportent, quels sont les protocoles WAN qu'ils supportent. Et là, généralement, les clients, avant d'acheter ce genre d'équipement, ils mettent un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, ils vont lister justement ce genre de fonctionnalités en disant qu'est-ce qu'il me faut dans mon équipement. Après, tu as des concurrents, Cisco, Juniper, Aruba, Extreme Networks, comment il s'appelle je perds le nom, pardon. Ça peut être Fortinet, ça peut être, je me rappelle plus les autres, Juniper, c'est le nom que je cherchais, Juniper ou autres. Ils peuvent aller tous postuler ou répondre à ces appels d'offres en disant prends mon équipement qui supporte ces fonctionnalités. Et puis généralement les clients choisissent Cisco ou autres en fonction de leurs besoins ou de leur budget, etc. Et puis en fonction des fonctionnalités proposées. Ça peut être par exemple quelqu'un d'autre, il va dire RIP V1, RIP V2 c'est très ancien, moi je ne le propose pas. Ou par exemple l'autre qui va dire pour activer les fonctionnalités de sécurité comme ici, il faut payer un peu plus, etc. etc. Et là vous voyez en détail toutes ces fonctionnalités ici dans ce qu'on appelle les datasheets qui sont on peut très facilement les trouver sur le site de Cisco en cherchant directement sur Google avec les noms des datasheets. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin en matière de gamme, en matière de modèle, on peut partir directement sur des routeurs. Je pense avoir quitté la page. Oui, on peut partir directement sur des routeurs de gamme un tout petit peu plus importante, comme par exemple la série 1902, en particulier la série 1921 ou 1941 de Cisco. Là, par exemple, on peut voir les différents modèles. Je vais prendre directement ici 1941. Je retire le mot série parce que c'est une référence, c'est pas une série. Et là, on a les routeurs 1941 de Cisco, leur datasheet. Vous voyez que les routeurs 1941 sont un tout petit peu plus importants en taille. Et c'est des routeurs qui sont adaptés à des sites distants qui sont plus importants. Ce n'est pas des sites distants de 5 salariés ou de 10. Comme aussi sont adaptés à des sites, on va dire des entreprises de taille moyenne de type PME, 100 salariés, 150, 200 salariés. En tout cas, franchement, ça peut aller même à beaucoup plus. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et là-dessus, vous voyez que c'est des équipements qui supportent un peu plus, voire même beaucoup plus de fonctionnalités avec des interfaces peut-être un peu plus... Enfin, il y a moins d'interfaces, c'est logique parce qu'il n'intègre pas les fonctionnalités switch, mais des interfaces un peu plus puissantes. Ça peut avoir des interfaces de type 1 giga, des choses comme ça, avec énormément de modules que vous pouvez aussi ajouter. En plus, on a le produit, sa taille qui est plus importante. C'est ce qui lui permet d'intégrer plus de caractéristiques physiques en matière de ventilo, etc. C'est ce qui fait que le routeur soit plus puissant en matière de gestion de température ou gestion de puissance. Après, vous avez ici la même chose, tous les détails de la version 1941 de Cisco, qui même, il peut certifier des fonctionnalités type Wi-Fi ou des choses comme ça. Après, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, on peut aller vers les routeurs de type 2900 de Cisco. 2900, c'est une version poussée, c'est une version avancée de la version 1900. Et c'est des routeurs, là, vous voyez d'ailleurs même la figure ou la gueule qu'il a, ça commence quand même à faire plus important en matière de taille. Rien comme ça, en regardant juste de taille, vous comprenez que c'est des équipements qui sont plus puissants, plus performants, plus grands. Là, on commence à faire ou bien des grands sites distants, des gros sites distants, ou bien on parle vraiment des sites centraux tout court. Des sites centraux de type un site central de 1000, 2000, 3000 salariés, ça peut supporter facilement. C'est des routeurs quand même qui sont très imposants, qui ont des fonctionnalités beaucoup plus avancées
en matière de qualité de service, de VPN, de sécurité, de nombre de liaisons qu'il peut ouvrir à la fois, en matière de débit, de bande passante, de capacité de traitement, des modules qu'on peut ajouter. Là, par exemple, on a des modules ISM, des modules qui sont très orientés. Par exemple, ici, vous voyez des modules WAN, téléphonie sur IP, etc. Là, c'est des modules, c'est des DSP, c'est des modules très orientés téléphonie sur IP ou vidéo sur IP, etc. Et là, vous voyez que non plus il peut faire office d'un routeur, mais il peut encore faire office d'autres choses, comme par exemple le serveur de voix sur IP, c'est ce qu'on appelle les PABX. Il peut faire même office de Gateway Voice, autrement dit. Et il peut faire même énormément de choses comme équipement de sécurité parce qu'il inclut par défaut plus de fonctionnalités de sécurité qu'un équipement de base. Aller encore beaucoup plus loin, on peut voir les 3900 qui sont des versions encore plus puissantes que les 2900. Je ne sais pas quel site celui-là, je ne connais pas, routerswitch.com, ok. Et là, on voit que les 3900 sont encore beaucoup plus imposants. Et quand on parle plus imposant, c'est pas juste pour faire peur en matière de taille. Généralement, l'équipement, à chaque fois qu'il est plus grand, c'est qu'il est plus puissant parce qu'il intègre plus de cartes mères, plus de ventilos. Mais aussi, il a plus la possibilité d'intégrer des modules de différents modèles, de différents types. Là, par exemple, aussi, il peut intégrer des modules de sécurité, des modules d'optimisation WAN. Je ne sais pas si vous connaissez le terme ou pas, je vous le dis très rapidement, hein, quand vous avez un réseau WAN, un site d'un côté, un autre site d'un côté, de l'autre côté, vous installez des fonctionnalités d'optimisation WAN qui ont pour but de vous compresser le débit pour vous faire gagner encore plus de débit. Comment ils font? Il y a des algorithmes intelligents qui tournent derrière pour vous faire fonctionner ce genre de fonctionnalité. Et ce genre de fonctionnalité, justement, on peut les faire tourner en utilisant des routeurs de plus en plus puissants parce qu'ils permettent de plus en plus d'ajouter des modules, des fonctionnalités, des cartes, des services, etc. en plus. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on monte dans ce genre de choses, à chaque fois qu'on monte aussi en matière de prix. Par exemple, on peut prendre le 3945 qui est un des modèles de la gamme 3900 de Cisco et on voit que le modèle 3945, je vois pas une photo d'un routeur avec plein de modules insérés derrière. Là, par exemple, vous voyez un routeur avec des modules insérés derrière et là, vous voyez que on a même carrément inséré des modules switch. Et on peut insérer des modules encore de sécurité, d'optimisation, des disques, etc. Et là, on peut avoir un routeur presque, j'ai envie de dire, très complet, qui peut même intégrer des fonctionnalités de type cœur de réseau ou des choses comme ça. Et là, qu'on voit bien qu'en matière de produits Cisco, sur la partie, je ne sais pas, cette photo est un peu floue, mais pour vous dire que sur la partie équipement au switch au routeur 3900, on est sur le plus haut de gamme ou presque des routeurs existants. Alors, ces routeurs, ils sont de plus en plus remplacés aujourd'hui par des routeurs de nouvelle gamme. Évidemment, les routeurs, ils ont quelque chose qui s'appelle end of sale et end of support. Juste pour vous expliquer ces termes très rapidement, quand on dit end of sale, c'est que l'équipement n'est plus vendu par le vendeur, par le constructeur, par Cisco par exemple dans ce cas-là. Et quand on dit end of support, c'est que l'équipement n'est plus supporté par le constructeur. Du coup, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de suivi. Si l'équipement tombe en panne, Cisco vous dit ok, tu te débrouilles pour résoudre le problème, moi je ne suis plus là, etc. Par exemple, ici, on voit bien que les équipements de type 3945 et 3925, la série 3900, elle a été remplacée par la série 4400. La série 3945, 3925, pas les E. Ici, les E sont des équipements plus performants qui permettent des débits beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants. Ils étaient remplacés par les 4431. On voit bien que les 29, la série 2900 en général, 51 ou 21, ça a été remplacé par aussi les 4351. La série 2911 s'est remplacée par le 4331 et la série 1941 avec les 2901 sont remplacés par les 4321. C'est des équipements qui sont plus modernes, plus récents, ça fonctionne, ça supporte des fonctionnalités plutôt modernes, plutôt récentes comme le SD-WAN ou des choses comme ça. Les débits sont généralement plus performants, ça supporte, prenez l'exemple juste ici, comme ça on peut le voir de vue comme ça. Vous voyez que ici ça peut aller à des débits entre 250 et 350 mégas en fonction de l'équipement choisi. Là vous voyez que les interfaces ils font entre 1 et 2 gigas. Et là, vous voyez clairement la différence, il n'y a pas photo.
Et ça peut supporter même, ça peut partir sur des fonctionnalités, comme j'ai dit, de type SD-WAN. C'est peut-être un terme qui vous dit quelque chose, peut-être ou pas, peut-être pas. Si ça vous dit rien, c'est pas grave, c'est juste, je vous le dis comme ça. Vous pouvez aller faire un petit tour sur le net pour chercher ce que c'est SD-WAN, etc. C'est tout simplement pour vous dire que les équipements évoluent. Et à chaque fois que vous avez un équipement qui est end of sale, là, il faut sérieusement commencer à penser à changer l'équipement. Après, une fois l'équipement sort carrément de support, il passe à une étape qui s'appelle end of support. Et dans ce cas-là, l'équipement n'est même pas supporté. Et garder cet équipement, ça va devenir de plus en plus dangereux pour votre système ou de plus en plus dangereux pour votre fonctionnement d'entreprise. Allez, si on veut aller encore plus loin, on peut aller vers les routeurs Cisco des gammes 7000. Très honnêtement, je ne sais pas si toujours en vente les gammes 7000 ou pas. C'est des équipements que j'ai vus depuis il y a quelques années maintenant et depuis, je ne les ai pas rencontrés. Très sincèrement aussi, je n'ai pas trop l'impression que c'est des équipements qui sont toujours en vente, mais ça existe toujours parce que les entreprises ne vont pas vendre, ne vont pas changer leurs équipements tous les jours. Et les équipements routeurs Cisco type 7600, c'est des routeurs qui sont de taille très importante et c'est les routeurs data center et les routeurs opérateurs. Du coup, c'est des routeurs qui sont faits pour l'interconnexion des très grands réseaux, des réseaux très puissants. Ce qui distingue ces boîtiers, ce qui distingue ces équipements, c'est que c'est des châssis déjà. En matière de puissance, c'est beaucoup plus puissant. En matière de performance, c'est beaucoup plus performant. En matière aussi de maniabilité ou utilité de l'équipement, c'est des équipements qui sont redondés, doublés, tout derrière est redondé. En matière de ventilo, de châssis, de carte sup. C'est quoi la carte sup? C'est un nouveau terme que vous apprenez. C'est des termes que je vous dis comme ça. Le but, c'est juste de savoir que ça existe. C'est juste utiliser le jargon, les termes qu'utilisent les experts dans le marché. Le but, c'est pas de connaître ces architectures en détail, etc. Mais le fait de commencer à savoir ce que signifient ces termes, c'est un peu comme la langue. C'est un peu comme si tu apprends le français ou l'anglais ou l'allemand, etc. Tu commences à apprendre des mots. Au moins, quand tu parles à quelqu'un qui parle la même langue que toi, tu commences un tout petit peu à comprendre ce qu'il veut dire. Par exemple, on peut entendre des termes, je vous ai parlé de plusieurs termes, SD-WAN, qualité de service, ACL, sécurité, VPN. Là, on parle d'un nouveau terme qui s'appelle carte sup. Carte sup, c'est un peu comme si, je vais vraiment vulgariser le terme, c'est un peu comme une carte mère dans un PC, dans une machine. Et cette carte-là, parce que vous avez des modules, et ces modules, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas vraiment, pas tellement, parce qu'il y a quand même une partie intelligente qui groupe la totalité des modules ou la quasi-totalité des modules. Et cette partie-là, elle s'appelle la carte sup. Et cette carte sup, c'est très important qu'elle ne tombe pas en panne, parce que si la carte sup tombe en panne, bah c'est simple, vous avez tout l'équipement qui va tomber en panne. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce qui fait que les cartes sup sont généralement des cartes redondées, sont généralement des cartes doublées. Ça, c'est en ce qui concerne les routeurs châssis. Après, vous avez la gamme des routeurs Cisco opérateurs. Et quand on parle des gammes opérateurs Cisco, on parle des routeurs de type ASR directement. Et là, vous voyez la gamme ASR de Cisco. Vous aurez toute une série de gammes, de plus petits jusqu'à le plus grand des ASR Cisco. Et les ASR, comme je vous ai dit, là, vous voyez, il y a des équipements même qui, rien comme ça de vue, ils font peur. Et c'est des équipements qui sont dédiés complètement aux opérateurs. C'est des routeurs qui sont super puissants. Vous avez de la série 1000 jusqu'à la série 9000. Et comme je vous ai dit, c'est des routeurs qui sont ultra puissants. Là, regardez juste en bas les ventilos que vous avez. Les cartes sup qui sont redondées, doublées, avec plein de ports de switch pour assurer des interconnexions, avec plein des ports, on va dire, en 40 Go, en 100 Go, etc. Et à chaque fois ici, vous avez des modules. C'est que vous prenez ça, c'est comme si vous avez des tiroirs, vous sortez ça, vous le jetez et vous mettez un nouveau module. Et le module, c'est carrément, à chaque fois que vous le peuplez de modules, à chaque fois que vous le remplissez de modules, à chaque fois que le routeur sera évidemment plus cher. Là, vous voyez un exemple d'un équipement d'un ASR 9000 de Cisco avec quelques modules qui sont vides à l'intérieur. Et là, à quoi ça ressemble un ASR qui est totalement vide. Après, vous commencez
à remplir les modules en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Quand on arrive au routeur ASR, on arrive à la gamme, on va dire, avant-dernière en matière de puissance des équipements, en matière de puissance de routage. Les ASR, surtout la gamme 9000, est vraiment dédiée aux opérateurs. Du coup, si vous n'êtes pas un opérateur type Orange, SFR, Bouygues, je ne sais pas qui, Free par exemple ou autre, là, vous aurez beaucoup de mal à convaincre votre manager de vous signer le chèque pour acheter un équipement de cette taille parce que c'est des équipements qui sont ultra puissants, ultra énergivores, ultra consommateurs. C'est des équipements qui prennent de la place, c'est des équipements qui font énormément de bruit, qui sont très difficiles à configurer et il leur faut des configurations spécifiques à eux. Attention, ça tourne avec un iOS spécifique à eux qui s'appelle iOS XR, XE, XR, XR, pour moi XR, si je me rappelle, là, XR normalement. Et après, ceux-là, c'est des équipements que tu vois une fois, deux fois dans ta carrière, pas tous les jours. C'est pas les clients ne vont pas s'amuser tous les jours à acheter des choses comme ça. Déjà, il faut bosser au moins pour un opérateur ou pour un intégrateur qui bosse pour un opérateur pour que vous puissiez avoir la chance de voir ce genre de produits. Après, les concurrents aussi, ils utilisent des produits, ils ont des produits équivalents en matière de puissance. Là, par exemple, celui-là, c'est le ASR 9900. Et même pour les maîtriser, il vous faut des diplômes, des certifications spécifiques et des configurations spécifiques avec des fichiers de conf spécifiques. Une façon de configurer aussi qui est totalement différente et indépendante de la configuration d'un équipement classique. Du coup, démarrer un équipement comme ça, le configurer, le mettre à jour, insérer les fichiers de conf, etc., c'est pas un travail qui dure une journée ou une demi-journée. C'est ce qu'on fait dans un routeur classique ou dans un routeur normal. Dans un routeur de cette gamme, là, ça rigole pas. Il faut vraiment partir sur une semaine ou plusieurs jours, une dizaine, vingtaine, trentaine de jours de travail pour configurer un équipement de ce genre-là, avec les scripts très poussés, les plus poussés qui peuvent exister sur le marché IT. Après, vous avez le roi des routeurs en matière de puissance. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est toujours en vente ou pas. C'est un équipement que j'ai eu la chance de voir devant moi il y a environ 10 ans. C'est des équipements qui s'appellent les CRS et qui sont aussi parmi les équipements les plus puissants. Si je ne me trompe pas et j'ai vraiment peur de vous dire une bêtise, c'est le routeur le plus puissant de marché, carrément le plus puissant de marché. Il n'y a pas plus puissant que celui-là. Et c'est des routeurs qui sont ultra puissants en matière de puissance. Et ça aussi, c'est des routeurs à utiliser quand vous avez des opérateurs aussi. C'est des versions plus poussées, plus avancées des autres, des ASR. Elle est où la photo? Je ne sais pas. Elle est là. Et c'est des routeurs aussi à utiliser dans des cadres, par exemple, très confidentiels, comme les ministères des armées, comme les opérateurs télécoms, les plus grands opérateurs télécoms, parce que, croyez-moi, en matière de puissance, c'est des équipements qui rigolent pas, mais aussi en matière de prix aussi, c'est des équipements qui rigolent pas. Là, vous voyez aussi la tête qu'il a dans un data center réel d'une entreprise. Je ne sais pas quelle entreprise, là, je suis Pinterest, je ne sais même pas d'ailleurs, et on ne le dit pas, c'est un site de photos. Là aussi, vous voyez un CRS 16 qui fonctionne dans un data center, qui est installé dans un data center. Et là, la plupart du temps, la plupart des cas, c'est généralement, on les utilise dans le cadre des data centers, des très, 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 très grosses structures. À mon avis, sauf les grands opérateurs ou les ministères de défense, je pense que vous aurez beaucoup de mal à le voir ailleurs. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire encore là? Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Par exemple, dans cet article, il y a un article qui parlait de ça que j'ai lu récemment. Cisco présente je pense que c'est cet article-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Le méga routeur CRS, trois fois plus puissant que le CRS1, c'est que la nouvelle génération de la gamme CRS. On parle d'un article de 2010 quand même, il est très ancien l'article. Après, je ne sais pas, non, mise à jour le 31 décembre 2021. Du coup, j'imagine que les équipements sont toujours d'actualité. Bon, on parle ici d'un peu d'économie d'énergie pour acquérir ce petit joujou qui sera disponible le troisième trimestre de 2010. Il en coûtera environ 90 000 $. Après, les prix ne sont pas vraiment réels là, parce qu'il faut ajouter des modules, retirer des modules, etc. Mais pour vous dire que quand même, c'est des équipements qui sont
pas vraiment petits, qui sont ultra puissants en matière de capacité. C'est des routeurs qui sont capables, là regardez, si on prend cette version-là, le CRS X16, c'est un équipement, ça si on prend celui-là par exemple, c'est un équipement qui est capable d'aller jusqu'à 900 terabits par seconde. Vous vous rendez compte? Jusqu'à 900 terabits par seconde. Autrement dit, 900 000 gigabits par seconde, 900 millions mégabits par seconde. C'est que je vous laisse juste imaginer les chiffres exorbitants que vous voyez là devant vous. Qu'est-ce qu'ils disent de cette version? Cisco Systems a annoncé l'ajout d'un nouveau produit de la famille CRS existant, etc. Bon, ils disent pas, ils parlent pas de la date. Mais bon, peu importe. Mais tout ça, je pense, si je me trompe pas, j'ai lu un article sur ce routeur aussi. Ils disent que Cisco a dû débourser environ $1 milliard pour développer ce produit. C'est que vraiment, on parle des équipements qui sont ultra puissants, qui sont ultra performants, qui sont très très bien en quelque sorte. Après, on peut voir sur le net aussi le end of sale et les end of support de chaque produit. End of life même, la fin de vie de chaque produit. Après, on peut le voir sur le site de Cisco qui vous donne la liste des end of life de chaque produit. Quand est-ce que Cisco arrête de commercialiser chaque produit? Tout cela pour vous dire que là, par exemple, on parle de différents équipements, différentes licences. On va pas lire en détail parce qu'on n'a pas. C'est juste pour comprendre l'idée. Mais il vous dit globalement, rapidement, les équipements qu'il a. Et le end of support ou la end of life, la fin de vie de chaque produit. Là, on parle de 2021, 2022. Il y a d'autres qui partent jusqu'à 2025 quand même. C'est que les équipements quand même, ils vont vivre encore plus de temps. Là, il vous donne la liste de tous les produits, de tous les châssis, les modules, les cartes, les SFP, bref, tout ce qui peut exister qui est associé au produit. Je ne sais pas si vous avez vu SFP déjà, je crois qu'on a vu dans la vidéo, je crois 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Les SFP, c'est tout simplement Cisco, on va dire SFP. Et les SFP, c'est tout simplement les petits modules comme ça, de fibre optique ou de RG45, mais globalement, quand on les ajoute, c'est pour de la fibre optique, qu'on ajoute ici pour qu'on puisse brancher des câbles en fibre optique. Ça ressemble à ça, il a une tête qui ressemble à ça. Et je crois qu'on a déjà parlé de cela en détail en parlant des différents débits qu'ils peuvent offrir. Oui, si je me rappelle, on a fait ça. Je crois dans un des chapitres qui parle de... c'est ça, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ici. On a parlé des différents modules, les différents connecteurs LC, SC, ST, etc. Et on a parlé des différents modules fibres qui viennent avec, qu'on appelle les SFP, en chapitre 4. Je pense qu'on a fait le tour des équipements. La vidéo, elle fait 30 minutes. Je suis parti sur une introduction sur les modèles des routeurs. Là, finalement, je termine par faire toute une vidéo complète. C'est pas grave, c'est bien pour votre culture générale, pour vos connaissances aussi, d'apprendre un peu les différents modèles des équipements qui existent sur le marché. Sur ce, je vous dis bon courage et je vais arrêter l'enregistrement maintenant pour commencer directement dans une vidéo prochaine la partie configuration de base des équipements. Allez, salut, à plus.